Le garçon d'écurie s'immobilisa les bras chargés de foin sous la fenêtre du château. Un cri avait lacéré la nuit, aigu, puis brutalement étouffé. Au-dessus de lui, un reflet de torche incendiait les pierres d'un rouge fugace. Il plissa les yeux. Une substance sombre goûtait du rebord, trop épaisse pour la pluie. Un jeu de lune, se murmura-t-il, et reprit son chemin à la hâte. Mais au matin, la jeune femme qui trayait les vaches avait disparu. Nul n'en parla. Dans un royaume où la noblesse régnait au gré de ses caprices de fer, les paysans savaient qu'il valait mieux ne point questionner. Cette unique goutte, ignorée, fut le premier fil tiré de la tapisserie d'horreur qui allait se défaire autour de la comtesse Élisabeth Bathory. Avant de suivre ce garçon d'écurie dans les ténèbres, sachez ceci, les histoires les plus glaçantes de l'histoire ne sont gravées ni dans les décrets pompeux, mais dans les chuchotements qui s'insinuent entre les fissures. Écoutez attentivement, et vous les entendrez aussi, les échos du passé, attendant d'être déchiffrés. Un simple signe d'approbation est votre empreinte au registre, un acquiescement silencieux à la vérité tapie derrière la légende. S'abonner, c'est sceller votre place aux archives, où chaque nouvelle révélation est une torche levée contre l'ombre. Et maintenant, ouvrons les pages souillées de sang de l'histoire. Le dossier complet vous attend. L'histoire que vous avez peut-être entendue est glaçante. Elle raconte l'histoire d'une comtesse terrifiée à l'idée de vieillir qui découvre un terrible secret pour la jeunesse éternelle. C'est une légende de donjons éclairés aux torches et de jeunes filles et d'une noblewoman se baignant dans le sang pour préserver sa propre beauté. C'est l'une des histoires les plus terrifiantes de l'histoire. Mais comme la plupart des contes, ce n'est que le tout début de l'histoire. La femme au centre de tout cela était Élisabeth Bathory et votre histoire avec elle commence maintenant. L'année est 610 et vous vivez dans le royaume de Hongrie. Cela ressemble moins à un royaume qu'à une terre frontalière fracturée, un lieu de tension constante et latente. Votre monde est celui de la pierre froide et des forêts épaisses gouvernées par de puissantes familles aristocratiques. Et aucune n'est plus puissante ou riche que les Bathory. Élisabeth en fait partie. Elle est maintenant veuve, dans la cinquantaine, et l'une des personnes les plus riches de tout le pays. Elle possède de vastes étendues de terre, des dizaines de villages et une série de châteaux imposants. Pour comprendre son histoire, vous devez comprendre le sol sous vos pieds. Depuis près d'un siècle, depuis une défaite militaire catastrophique en 1526, la Hongrie a été déchirée en 3 morceaux. Au sud et au centre, l'Empire ottoman a pris le pouvoir, créant une frontière hostile et violente. À l'est se trouve la Transylvanie, un État semi-indépendant où la famille d'Élisabeth détient un immense pouvoir. Et ici, où vous vivez au nord, se trouve la Hongrie royale. Elle est gouvernée par les Habsbourg d'Autriche depuis leur cour de Vienne. Selon les historiens, cela a créé un profond ressentiment parmi la noblesse locale qui estimait que ses libertés ancestrales étaient érodées par une puissance étrangère. Vous pouvez sentir cette tension dans l'air, une méfiance silencieuse entre les seigneurs hongrois et le roi germanophone lointain qu'ils sont forcés de servir. Cette pression politique constante est assortie de la menace bien réelle de la guerre. Une grande partie de la vie d'Élisabeth s'est déroulée pendant un conflit connu sous le nom de Longue Guerre turque, une lutte brutale de 15 ans avec l'Empire ottoman. Vos journées sont façonnées par cette réalité. Le paysage est parsemé de châteaux fortifiés construits pour la défense, pas pour le confort. Vous êtes habitué à la vue de soldats et au son lointain et troublant de raids et d'escarmouches. La vie semble précaire. La cruauté est devenue normalisée, un simple fait d'un monde violent. Le propre mari d'Élisabeth, Ferenc Nadasdy, était un héros de guerre célébré, un homme connu sous le nom de chevalier noir de Hongrie. Mais il était également célèbre pour sa cruauté extrême envers ses prisonniers. Dans ce monde, la vie d'une personne ne vaut pas grand-chose, surtout si vous êtes un serf ou un serviteur. En tant que personne ordinaire, vous avez très peu de droits. Les nobles qui possèdent la terre sur laquelle vous travaillez ont un pouvoir presque total sur vous. Ils peuvent être vos protecteurs, mais ils peuvent aussi être vos juges et vos bourreaux. C'est la première pièce cruciale du puzzle. La violence omniprésente et la faible valeur accordée à la vie humaine créent deux possibilités très différentes.
D'une part, ce type de monde pourrait facilement cacher un monstre. Si une puissante comtesse commençait à torturer et à tuer ses serviteurs, qui s'en apercevraient? La disparition de quelques paysannes pourrait facilement être imputée au chaos de l'époque. Mais d'autre part, cette même réalité brutale fournit la couverture idéale pour un complot. Les accusations contre un noble sont faciles à porter lorsque les victimes supposées sont considérées comme jetables. Leurs histoires pourraient être fabriquées et amplifiées pour servir un objectif politique. Ce monde, qui aurait pu cacher un tueur, aurait tout aussi bien pu être utilisé pour piéger une femme innocente. Au-delà des frontières des royaumes et des affrontements des armées, il existe une autre division qui traverse votre terre. Il s'agit de la foi. Pendant une bonne partie d'un siècle, la réforme protestante a balayé la Hongrie. La plupart des gens, en particulier la noblesse, se sont détournés de l'Église catholique. Les estimations historiques suggèrent que quelque part entre 85 et 90% de la population est maintenant protestante, principalement calviniste ou luthérienne. Élisabeth Báthory elle-même est née et a été élevée dans la dévotion calviniste. Cela vous place, ainsi que le reste du peuple hongrois, en opposition directe avec vos dirigeants. Les rois Habsbourg sont fermement catholiques et ils considèrent la foi protestante de leurs sujets hongrois avec une profonde suspicion. Pour eux, ce n'est pas seulement une façon différente de culte, c'est un signe de rébellion. Votre foi est une partie calme et stable de votre vie. Vous pouvez assister à des offices dans une église dépouillée de décorations ornées en écoutant un sermon dans votre propre langue. Cela semble personnel et direct. Mais vous êtes toujours conscient que votre roi à Vienne considère vos croyances comme une menace. Au début du XVIIe siècle, les Habsbourg poussent activement quelque chose appelé la contre-réforme. Ils utilisent leur pouvoir politique et leur richesse pour faire pression sur la noblesse hongroise afin qu'elle se reconvertisse au catholicisme. Soudainement, votre religion n'est plus simplement une question de conviction personnelle. Elle est devenue un marqueur clair de votre loyauté politique. Être protestant, c'est être suspecté de prendre parti contre le roi. Et pour une femme comme Élisabeth Báthory, une veuve protestante riche, indépendante et dotée de liens familiaux puissants, cette suspicion pourrait être incroyablement dangereuse. Cela en a fait une cible. C'est là qu'une autre figure importante entre dans votre monde, un homme nommé György Turso. C'est un noble hongrois et, comme Élisabeth, il est protestant, plus précisément luthérien. Mais sa position est compliquée. Il porte le titre de Palatine de Hongrie, ce qui en fait le plus haut fonctionnaire au service du roi catholique Matthias II. Son pouvoir, son influence et son avenir dépendent tous de la preuve de sa loyauté absolue envers son souverain catholique. Et c'est là que les fils de la politique et de la religion commencent à tisser un filet très dangereux. La famille Báthory avait l'habitude de prendre le parti des rivaux des Habsbourg. Élisabeth, en tant que calviniste puissante et farouchement indépendante, représentait une menace politique potentielle. Selon ceux qui soupçonnent un complot, Turso a vu une opportunité. En orchestrant la chute d'une aristocrate protestante riche et éminente, il pourrait atteindre plusieurs objectifs à la fois. Il pourrait prouver sa loyauté inébranlable envers son roi catholique en éliminant un adversaire potentiel au passage. Il pourrait obtenir les faveurs de la puissante cour de Vienne et accroître son influence. Et il pourrait tout faire sous le couvert d'une enquête criminelle légitime. Dans le monde complexe que vous habitez, la religion et la politique n'étaient pas des choses séparées. C'étaient simplement différentes armes dans le même jeu mortel de pouvoir. Nous sommes donc laissés avec deux histoires très différentes. L'une d'une tueuse en série monstrueuse, l'autre d'une femme puissante piégée par ses ennemis politiques. Pour nous rapprocher de la vérité, nous devrons entrer dans les murs de son château et écouter les murmures de ses serviteurs. Nous examinerons les accusations choquantes elles-mêmes. Et enfin, nous explorerons le procès inhabituel qui a scellé son destin à jamais. Vous naissez dans un monde d'immense puissance. C'est un sentiment que vous comprenez avant même de pouvoir parler. Il réside dans la pierre froide des nombreux châteaux de votre famille.
Il se ressent dans le poids des tissus brodés que vous portez. Votre famille est la maison de Báthory, un nom qui inspire respect et crainte à travers le royaume de Hongrie. Leur influence est ancienne, remontant au XIe siècle. Au moment de votre naissance, cette puissance atteint son apogée. La famille est si vaste qu'elle s'est divisée en deux branches principales. Votre mère, Anna, est issue de la prestigieuse lignée des Somliu. Votre père, Georges, appartient à la branche tout aussi puissante des Exèdes. C'est un héritage qui vous enveloppe comme un lourd manteau. À travers des siècles de mariages judicieux et de prouesses militaires, votre famille occupe presque tous les postes importants imaginables. Ils sont administrateurs généraux et évêques. Leur cœur de terre est la principauté sauvage et magnifique de Transylvanie qu'ils gouvernent presque comme leur propre royaume privé. Vous pouvez sentir cette puissance dans la déférence des autres. Vous l'entendez dans les murmures qui vous suivent dans les couloirs. Votre propre oncle, Étienne Báthory, est un parfait exemple de cette influence. Il n'est pas seulement le prince de Transylvanie, il est également le roi élu de Pologne et le grand-duc de Lituanie. Son succès est le succès de votre famille. Il consolide votre place au sommet de la société. Pourtant, aux côtés de ce prestige, il y a d'autres murmures. Les historiens ultérieurs pointeront une supposée excentricité dans votre famille. Certains évoqueront même la cruauté ou la folie. Ces détails sont souvent utilisés pour créer une sombre préfiguration de votre propre histoire. Mais pour l'instant, dans votre jeunesse, vous ne connaissez que la certitude de la force et de l'importance de votre famille. Ce monde de pouvoir politique brut n'est pas votre seul héritage. On vous offre également une éducation qui est presque inédite pour une femme de votre époque. Alors que d'autres jeunes nobles apprennent à gérer un foyer, vous apprenez des langues. Vous vous asseyez dans des pièces silencieuses, l'air embaumé de vieux parchemins et d'encre. Vous apprenez à lire et à écrire non seulement votre hongrois natal, mais aussi le latin, l'allemand et même le grec. Cette éducation classique vous place sur un plan intellectuel bien au-dessus de la plupart des hommes qui vous entourent. Elle vous donne un esprit vif et capable dont vous aurez besoin. Même votre futur mari, un soldat célébré, a du mal à lire sa propre langue. Vos lettres et documents des années suivantes montrent à quel point vous êtes engagé dans le monde. Vous n'êtes pas une figure passive. Vous êtes une participante intelligente et réfléchie à votre propre vie. Puis, en 1575, votre vie prend un tournant formel. À l'âge de 14 ans seulement, vous vous mariez. Votre mari est un comte de 19 ans nommé Ferenc Nadasdy. Votre mariage est un événement magnifique. La liste des invités compte plus de 4500 personnes, un rassemblement de toutes les familles importantes. Ce n'est pas un mariage par amour, c'est une alliance stratégique, une manœuvre politique conçue pour unir la grande richesse de la famille Nadasdy à l'influence inégalée des Báthory. La supériorité de votre lignée est clairement établie dans le contrat de mariage. Ferenc accepte de prendre votre nom de famille. Vous resterez une Báthory toute votre vie et il sera connu par votre nom. Il est déjà en passe de devenir un célèbre commandant militaire. Pour sa férocité au combat contre les Ottomans, il reçoit un titre redoutable, le héros noir de Hongrie. Sa réputation est celle d'un homme fort et victorieux, mais aussi d'une certaine brutalité. Votre mari est avant tout un soldat. La longue guerre contre l'Empire ottoman l'appelle. Ses devoirs de bey noir le tiennent éloigné de chez lui pendant la majeure partie de votre mariage. Parfois, des années s'écoulent sans que vous le voyiez. Pendant qu'il est sur le champ de bataille, la responsabilité de tout le reste vous incombe. Ce n'est pas une tâche facile ni simple. Vous êtes désormais la maîtresse de vastes et nombreuses propriétés. Vous êtes l'administratrice unique de châteaux stratégiquement vitaux comme Tchaktis et Sarvar. Vous pouvez sentir le poids de cette responsabilité dans vos mains lorsque vous examinez les livres de comptes. Vous pouvez sentir l'odeur de la pluie sur les milliers d'hectares de terres agricoles que vous devez gérer.
Vos journées sont remplies de décisions. Vous supervisez les affaires financières des domaines en veillant à ce qu'ils restent rentables. Vous êtes responsable du bien-être de toutes les personnes vivant sur vos terres, ce qui inclut de leur fournir des soins médicaux. Ce rôle est un peu comme celui d'un maire d'une petite ville. Mais il y a une responsabilité encore plus grande. Vos terres se trouvent directement sur le chemin des raids ottomans tentant de progresser vers Vienne. Vous devez donc également organiser la défense de votre propriété. Vous vous assurez que les murs du château sont solides et que les gardes sont préparés. Les preuves archéologiques et votre propre correspondance montrent à quel point vous avez pris ces devoirs au sérieux. Vous n'êtes pas une noble protégée attendant le retour de son mari. Vous êtes une dirigeante hautement compétente, intelligente et autoritaire. Certains récits ultérieurs, principalement spéculatifs, suggèrent que votre mari vous a enseigné la cruauté. Ils disent qu'il a encouragé un côté sadique. Mais les faits historiques clairs montrent simplement une femme capable, protégeant son foyer et son peuple avec une détermination féroce. Les longues campagnes de votre mari finissent par avoir des conséquences. Le 4 janvier 604, le comte Ferenc-Nadasdy meurt après une longue maladie. Avec sa mort, votre monde change complètement. Vous avez 43 ans et vous êtes veuve. Selon les lois de l'époque, ce nouveau statut est transformateur. Vous n'êtes plus sous l'autorité d'un mari. Vous acquérez désormais un contrôle total et indépendant sur l'énorme fortune des Nadasdy. Toutes ces terres, ces châteaux et ces villages vous appartiennent personnellement. Dans le monde profondément patriarcal du XVIIe siècle, c'est une anomalie profonde. Le pouvoir d'une femme était presque toujours lié à un homme, d'abord son père puis son mari. En tant que veuve immensément riche, vous devenez une exception à toutes les règles. Vous êtes désormais un agent autonome dans la politique hongroise. Vous contrôlez de vastes ressources sans aucune surveillance masculine. Cela fait de vous l'une des personnes les plus puissantes du royaume, mais cela vous rend également incroyablement vulnérable. Votre nouvelle indépendance est une menace pour l'ordre établi. Votre énorme fortune est un prix tentant pour vos proches et beaux-fils, qui sont susceptibles d'hériter de celle-ci. Vos liens politiques avec les rivaux de la couronne des Habsbourg font de vous une potentielle ennemie du roi. Votre simple existence en tant que femme puissante et indépendante remet en question le monde dominé par les hommes dans lequel vous vivez. Les historiens notent que ce contexte est crucial. Tout au long de cette époque, les accusations de sorcellerie ou de meurtre étaient des outils courants. Ils étaient utilisés efficacement pour neutraliser et dépouiller les veuves riches. Votre statut n'était pas simplement un détail de votre vie. C'était précisément ce qui vous rendait assez puissante pour avoir des ennemis et assez vulnérable pour être détruite. Vous êtes assis près d'un feu bas dans une petite chaumière enfumée. L'année est 1105, l'air extérieur est glacial et le vent siffle à travers les fissures des murs en torchis et en bois. Vous resserrez votre tunique de laine grossière. Autour de vous, les conversations sont discrètes, presque un murmure. Le nom de la comtesse est prononcé, mais seulement à voix basse. Son mari, le grand chevalier noir, est mort depuis un an. Depuis lors, quelque chose a changé dans ces châteaux. Les rumeurs ont commencé avec les servantes. Une jeune fille d'un village voisin va travailler au château de Tchaktis et disparaît sans laisser de traces, puis une autre, et encore une autre. Vous entendez des histoires de punitions terribles pour les plus petites erreurs, une assiette tombée, une couture mal faite, un lit mal rangé. Les châtiments, dit-on, sont bien plus cruels qu'une simple correction. Ce ne sont que des rumeurs, bien sûr. Elles passent de paysan en paysan, de mère en fille. Ce sont des avertissements échangés autour d'une bière faible dans une taverne sombre, mais elles ne vont pas plus loin que cela. Vous comprenez votre place dans le monde. Dans l'ordre rigide de la Hongrie du XVIIe siècle, vous n'êtes guère plus qu'une propriété. Un serf appartient à la terre, et la terre appartient à la comtesse. Votre vie et celle de vos enfants sont à sa merci. Si un seigneur maltraite son bétail, personne de la capitale ne vient enquêter. Il en va de même pour ses paysans. Pendant des années, la situation reste ainsi. Les histoires sont terribles, mais ce ne sont que des histoires. Elles sont un courant sombre dans votre vie, une raison de serrer vos propres enfants un peu plus près. Les grandes murailles de pierre des châteaux de la comtesse sont silencieuses, elles gardent bien leurs secrets, et le monde extérieur ne semble pas se soucier de ce qui s'y passe. Les années passent et les murmures ne s'estompent pas.
Ils grandissent, ils se transforment en quelque chose qui ne peut plus être contenu par les commérages du village. Finalement, ils parviennent aux oreilles d'hommes puissants. Une enquête officielle est lancée, dirigée par un homme nommé Gheorghi Turzo. Ces hommes parcourent la campagne recueillant des témoignages. Selon les archives de cette enquête, ils interrogent plus de 300 personnes. Les témoignages qu'ils recueillent dressent un tableau véritablement horrible. Si vous y étiez, à l'écoute de ces récits, vous entendriez un catalogue de cruautés méthodiques. Les témoins parlent de coups systématiques. Les jeunes filles auraient été frappées avec de lourds gourdins et des fouets jusqu'à ce que leur chair soit lacérée. Elles n'étaient pas seulement punies, elles étaient brisées. Les récits décrivent une douleur petite et aiguë. Les témoins affirment que la comtesse prenait des épingles et des aiguilles et les glissait calmement sous les ongles de ses servantes. Parfois, elles étaient enfoncées si profondément qu'il était tout simplement impossible de les retirer. Vous pouvez presque sentir le froid picotement du métal. D'autres histoires impliquent des ciseaux et des couteaux, utilisés pour mutiler les visages, les lèvres et les nez. Les témoignages évoquent également la torture par le feu. Vous pouvez imaginer l'odeur du métal chaud dans les chambres du château. Les témoins décrivent des fers rouges et des pièces de monnaie chauffées pressées contre la peau des jeunes femmes. Une clé, fraîchement sortie du feu, pouvait être utilisée pour brûler la paume d'une main. Ce n'étaient pas des actes de colère impulsive selon les témoignages. Ils étaient décrits comme des actes de sadisme délibérés et répétés, une routine dans la vie quotidienne à l'intérieur des murs du château. La liste des cruautés présumées continue. Plusieurs témoins ont affirmé que la comtesse, dans un accès de rage, mordait des morceaux de chair dans les épaules et les visages des jeunes filles. Les froides nuits d'hiver, certaines victimes étaient apparemment dépouillées et arrosées d'eau. Elles étaient ensuite forcées de se tenir debout dans la cour jusqu'à ce qu'elles meurent de froid. D'autres étaient simplement enfermées et affamées. L'une des histoires les plus étranges et les plus troublantes impliquait une jeune fille recouverte de miel. Elle était ensuite laissée à l'air libre pour être envahie par des abeilles et des fourmis. Mais pour toutes ces horreurs, les victimes restaient des paysannes, et aux yeux de la loi, cela comptait. Le tournant décisif est survenu lorsque la comtesse aurait changé de cible. Les murmures ont commencé à concerner de nouvelles victimes, les filles de la petite noblesse. Ce n'étaient pas des servantes, c'étaient vos filles. Vous êtes un propriétaire terrien aux moyens modestes et vous voulez une bonne vie pour votre enfant. Vous l'envoyez à la cour de la comtesse pour qu'elle apprenne d'une aristocrate de haut rang. C'est une sorte d'école de bonne manière, un gynécéum. Votre fille apprendra l'étiquette, les manières de cour et comment devenir une épouse noble. C'est un grand honneur et un chemin vers un avenir meilleur. Mais ensuite, elle disparaît. C'est un crime très différent. C'est une offense à la classe noble elle-même. Les historiens voient ce moment de deux manières très différentes. La première est que Báthory, perdue dans sa folie, est devenue arrogante. Elle se sentait intouchable et a franchi une ligne qui assurait sa chute. La deuxième opinion est plus cynique. Elle suggère que ses ennemis, après des années d'efforts pour amener les autorités à agir sur des rumeurs concernant des paysannes, ont fabriqué une accusation plus grave. En inventant des victimes nobles, ils ont créé un crime si grave que le roi lui-même serait obligé de réagir. Alors que la nature des accusations a commencé à changer, des personnalités puissantes ont été attirées au centre de l'histoire. Vous pouvez presque sentir le réseau de la politique se resserrer. Un pasteur luthérien nommé Istvan Magyari dénonçait la situation depuis des années. Dès 1602, ses sermons ont commencé à mentionner les atrocités inhumaines qui se déroulaient sur les terres de Báthory. Il a même déposé des plaintes privées à la cour de Vienne. Ces premières accusations suggèrent que les rumeurs n'ont pas été simplement inventées en 610 pour des raisons politiques. Il était une voix qui criait dans le désert, mais finalement quelqu'un a dû l'écouter. Cette personne était György Turso, le palatin de Hongrie. Après le roi, il n'y avait personne de plus puissant dans tout le royaume. La position de Turso était incroyablement compliquée. C'était le cousin d'Élisabeth Báthory. Plus que cela, son défunt mari avait spécifiquement confié à Turso la protection de sa femme et de ses enfants.
Maintenant, en 610, le roi Mathias II ordonnait formellement à Turso d'enquêter sur la femme même qu'il était censé protéger. Vous pouvez imaginer l'immense pression qu'il subissait. Il avait un devoir envers sa famille, un devoir envers les derniers vœux de son ami et un devoir envers son roi et son pays. Les murmures étouffés des chaumières paysannes avaient finalement voyagé jusqu'à la cour royale. Ils étaient devenus un ordre formel. Une enquête n'était plus un choix et c'était une affaire d'État. Turso devait maintenant se rendre à Chaktis et découvrir par lui-même ce qui se passait derrière les murs du château. Les rumeurs courent depuis des années, comme des particules de poussière dans le rayon de soleil de l'après-midi d'une pièce tranquille. Vous avez entendu les chuchotements dans le village, les sombres contes racontés autour d'une bière tiède dans les tavernes. Mais maintenant, quelque chose a changé. Le vague sentiment de malaise a été remplacé par un froid officiel tranchant. Au printemps de 610, le sentiment devient une réalité. Le roi Mathias II a donné son autorité à un homme que vous connaissez bien, votre propre cousin, le palatin Giorgi Turzo. Il doit commencer une enquête formelle. Vous êtes le sujet. Vous sentez le resserrement lent et méthodique d'un filet. Turzo ne vient pas lui-même, pas tout de suite. Au lieu de cela, il envoie deux notaires, des hommes nommés Andras Kerechturi et Moses Chiraki. Imaginez les arrivant dans un village, leurs vêtements sombres et officiels contrastant avec les tons terreux des maisons paysannes. Ils sont ici pour recueillir des preuves. Vous les voyez parler aux gens, leurs plumes grattant le parchemin. Au début, ils ne recueillent qu'un peu plus de 50 témoignages. Vous pourriez ressentir une lueur de réconfort. 50 personnes dans un pays plein de commérages et de rancune. Ce n'est à peine une condamnation. Mais le nombre ne s'arrête pas là. Les semaines se transforment en mois et les notaires continuent leur travail, voyageant à travers les terres entourant vos nombreux domaines. Chaque jour qui passe, la pile de papier sur leur bureau grandit. La liste des témoins s'allonge, comptant bientôt plus de 300 personnes. Vous êtes dans votre château, un lieu de pierre et de pouvoir, mais vous pouvez sentir le poids de ces pages vous écraser. L'air lui-même semble lourd d'accusations. Vous savez que la plupart de ces histoires sont des oui-dire, des contes transmis d'une personne à l'autre, devenant de plus en plus grotesques à chaque récit. Mais vous savez aussi que dans le monde de la politique et du pouvoir, la vérité d'une histoire est souvent moins importante que son utilité. Et pour votre cousin, le palatin, ces histoires deviennent très utiles en effet. La fin de l'année approche, apportant avec elle un froid profond et mordant. C'est la nuit du 30 décembre 1610. Le vent hurle autour des tours de pierre du château de Chaktis. À l'intérieur, peut-être êtes-vous simplement à dîner. Le cliquetis des couverts, un son familier et réconfortant contre la tempête. Soudain, cette paix est brisée. Les portes s'ouvrent en fracas et là se tient Gheorghi Turzo, flanqué de soldats armés. Le froid qui s'engouffre est plus que l'air hivernal. C'est le sentiment d'un piège qui se referme. À cet instant, deux récits naissent. Dans le récit dramatique de Turzo, il vous prend sur le fait, une scène d'horreur indicible mise à nu. Il prétend trouver une fille morte, une autre mourante et d'autres emprisonnées, leur corps marqué par la torture. C'est un récit sensationnel qui justifie parfaitement son raid de minuit. Mais une autre version de l'histoire existe, une version bien plus banale. Dans ce récit, il n'y a pas de chambre de torture en activité, pas de jeune fille mourante sur le sol. Il n'y a qu'une noble woman à son dîner, surprise par l'intrusion violente de son propre cousin. La vérité de ce qui s'est passé dans cette pièce est perdue dans l'histoire, ensevelie sous le poids de l'accusation et des manœuvres politiques. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de cette nuit, vous êtes une prisonnière dans votre propre maison. Curieusement, cependant, vous n'êtes jamais formellement jugée. Votre nom, le pouvoir de votre famille est encore suffisant pour vous protéger de l'humiliation publique d'une salle d'audience. C'est une sorte de pitié étrange. Au lieu de la justice, vos accusateurs optent pour la stratégie. En janvier, quelques semaines plus tard, un autre procès commence. Ce n'est pas pour vous, mais pour vos serviteurs les plus dignes de confiance. Votre gouvernante Ilona Jo, deux servantes, Dorothea Semtes et Katarina Benica, et un homme nommé Janos Ojvari. Ils sont emmenés à la résidence de Turso et leur épreuve commence. Le procès de vos serviteurs est rapide et brutal.
Il est fondé sur une pratique qui était standard pour l'époque, la torture judiciaire. Vous pouvez presque sentir le froid du donjon, entendre les questions posées non pas pour trouver la vérité, mais pour confirmer une histoire qui a déjà été écrite. Sous une douleur inimaginable, il confesse. Il parle d'avoir enterré des dizaines de filles, leurs histoires vous impliquant comme l'architecte de tout cela. Sur la base de ces aveux, les peines sont exécutées sans délai. Ilona Jo et Dorothea Semtes se font arracher les doigts avec des pinces chaudes avant d'être brûlées sur le bûcher. János Ujvari est décapité. Seule Katarina Benica est épargnée, condamnée à la prison à vie, peut-être parce qu'elle a affirmé avoir été abusée par vous aussi. Avec leur mort, leurs récits sont scellés dans les archives officielles et votre culpabilité est confirmée sans que vous ayez jamais pu vous défendre. C'est là que les questions silencieuses et lancinantes commencent à faire surface. Pourquoi éviter un procès pour vous, la principale suspecte? Pourquoi se précipiter pour exécuter les seuls témoins? Les réponses peuvent résider non pas dans une recherche de justice, mais dans le calcul froid du pouvoir et de l'argent. Vous devez vous souvenir du contexte de votre vie. Le royaume est en difficulté financière. Le roi Mathias II doit une dette colossale à votre famille, de l'argent que votre mari lui a prêté pour financer ses guerres. C'est une dette que la couronne ne peut tout simplement pas rembourser. Votre condamnation pour un crime capital, cependant, changerait tout. Cela permettrait au roi de saisir vos vastes domaines et, ce faisant, d'effacer sa dette en une seule transaction. Il y a aussi Turzo lui-même. En tant que palatine, il a des ambitions. En faisant tomber une aristocrate aussi puissante et indépendante que vous, il prouve sa loyauté au roi et consolide son propre pouvoir, éliminant un rival potentiel du jeu. Les historiens notent que vous étiez également une partisane de votre neveu, le prince de Transylvanie, qui était une épine dans le pied du roi Habsbourg. Votre élimination était stratégiquement avantageuse pour beaucoup. Même votre propre famille avait à gagner. Des lettres de l'époque suggèrent que vos propres gendres étaient au courant du plan de Turzo pour vous arrêter, prêts à prendre le contrôle de leur héritage des années avant votre mort naturelle. Lorsque vous examinez l'accusation portée contre vous, avec les yeux modernes, toute la structure semble reposer sur des fondations qui s'effritent. Les confessions de vos serviteurs, le pilier même de l'accusation, ont été obtenues sous la torture. Aujourd'hui, nous comprenons qu'une personne endurant une douleur extrême dira tout ce que ses ravisseurs veulent entendre juste pour que cela s'arrête. Leurs paroles sont considérées comme intrinsèquement indignes de confiance, mais en 611, elles suffisaient à condamner. Ensuite, il y a les témoignages des villageois, les 300 témoignages. Lorsque vous regardez de plus près, vous constatez que la grande majorité de ces déclarations ne sont pas des récits de première main. Ce sont des commérages, des rumeurs et des histoires effrayantes qui circulaient depuis des années. Beaucoup de ceux qui ont témoigné ont admis n'être jamais entrés dans le château de Tactis et encore moins avoir été témoins d'un crime. C'était une affaire construite sur des oui-dire. L'un des éléments de preuve les plus tentants était une histoire racontée par une servante nommée Susanna. Elle a affirmé avoir vu un registre privé écrit de votre propre main qui répertoriait les noms de plus de 650 victimes. Ce livre aurait été la preuve ultime, un enregistrement indéniable de votre culpabilité, mais ce registre n'a jamais été trouvé. Il n'existe que comme une rumeur de seconde main, un fantôme dans le récit. Plus important encore, vous avez été privé du droit fondamental de vous défendre. Vous n'avez jamais été formellement accusé, on ne vous a jamais permis de confronter vos accusateurs. Vos demandes de raconter votre version de l'histoire ont été tout simplement ignorées. Cet évitement d'un procès approprié suggère une stratégie délibérée. Un procès public aurait été risqué. Vous étiez une femme intelligente et puissante, vous auriez pu exposer les motifs financiers et politiques de vos ennemis, transformant la procédure en un scandale qui aurait pu nuire au roi lui-même. Le chemin qu'ils ont choisi était plus sûr. En torturant vos serviteurs, ils ont créé un prétexte juridique pour vous punir.
Cela leur a donné le vernis de justice dont ils avaient besoin pour vous enfermer, détruire votre réputation et diviser votre richesse. C'était une pièce de théâtre politique soigneusement orchestrée et vous en étiez le personnage central silencieux. Vous vous retrouvez maintenant à l'extérieur de l'histoire, contemplant avec recul ces sombres événements. Le procès est terminé. Les serviteurs ont subi leur sort et la comtesse est enfermée dans son propre château. L'atmosphère reste chargée d'accusations de cruauté indicible. Mais en examinant les détails, vous remarquez quelque chose d'étrange. L'image la plus célèbre de toutes, celle qui définit Elisabeth Báthory pendant des siècles, est introuvable. Vous cherchez toute mention de celle-ci dans les centaines de pages de témoignages. Vous la recherchez dans les archives du tribunal. Elle n'y figure tout simplement pas. L'histoire de la comtesse se baignant dans le sang de vierge pour rester jeune est un fantôme. Elle hante le récit, mais elle n'était pas présente à sa création. Pour ce détail particulier, vous devez quitter le XVIIe siècle. Vous devez voyager dans le temps, plus d'un siècle après la mort d'Élisabeth. Imaginez l'atmosphère d'une époque différente. Le monde a changé. Le souvenir immédiat et brut de l'affaire Báthory s'est estompé en légende locale. C'est ici, en 1729, qu'un érudit jésuite nommé László Turokzi s'assoit pour écrire un livre. Son œuvre s'intitule Tragica Historia. C'est dans les pages de ce livre, et non dans les déclarations des témoins de 1610, que le bain de sang apparaît pour la première fois. Selon les chercheurs en histoire, chaque représentation de ce rituel de beauté macabre de Báthory remonte à cette unique source du XVIIIe siècle. Elle a été inventée de toutes pièces, 115 ans après sa mort solitaire dans sa chambre. L'histoire que raconte Turokzi est indéniablement vivante. Il dépeint la comtesse, déjà connue pour son tempérament frappant une servante. Le sang de la jeune fille éclabousse la main d'Élisabeth. Plus tard, après l'avoir lavée, la comtesse estime que sa peau semble plus lisse, plus jeune, à l'endroit où le sang avait été, et ainsi une obsession naît. C'est une scène captivante, du genre qui reste gravée dans l'esprit, mais il s'agit d'une œuvre de fiction. Elle n'a aucun lien avec la véritable Elisabeth Báthory, pas plus qu'un film d'horreur moderne n'a de lien avec un documentaire historique. Il est important de tracer une ligne claire dans la poussière de l'histoire. D'un côté, vous avez l'affaire historique, de l'autre, vous avez le folklore gothique qui l'a consumé. Les accusations réelles de 610 étaient fondées sur une brutalité terrestre. Les plus de 300 témoins ont parlé de coups, d'eau glacée, d'aiguilles et de morsures. Ils ont décrit une maîtresse dont la rage a conduit à des actes de torture horribles et finalement à des meurtres. Le motif allégué n'était pas la vanité ou le désir de jouvence éternelle, mais un sadisme simple et terrifiant. Ce sont ces accusations, aussi imparfaites ou politiquement motivées soient-elles, qui ont conduit à sa chute. Le folklore né du livre de Turokzi est tout autre. Il introduit des éléments surnaturels. Il ajoute la consommation de sang et des tendances vampiriques. Il transforme une affaire de cruauté humaine en un conte de démons monstrueux et immortels. C'est là que l'histoire prend fin et que la légende commence. Alors, pourquoi cette histoire fictive est-elle devenue celle dont tout le monde se souvient? Pourquoi le récit sensationnel du bain de sang a-t-il complètement éclipsé la réalité complexe et chaotique de son affaire? La réponse est simple, la légende est une bien meilleure histoire, on le sent. L'histoire réelle implique des dettes familiales contestées, des manœuvres politiques entre les Habsbourg et les nobles hongrois et des tensions entre catholiques et protestants. Pour la comprendre, vous avez besoin d'une carte, d'une chronologie et d'une compréhension de la dynamique du pouvoir au XVIIe siècle. C'est complexe et ambigu. Le mythe, en revanche, est terrifiant de simplicité. Une comtesse maléfique et vaniteuse tue de jeunes femmes pour voler leur jeunesse. C'est un archétype qui n'a pas besoin d'explication. Ce nouveau récit puise dans des peurs et des idées intemporelles. On peut voir les thèmes universels bouillonner juste sous la surface. Il y a la peur du vieillissement et de la mort, les angoisses liées au pouvoir et à la vanité féminin, et le trope classique d'une aristocratie corrompue qui s'attaque aux innocents. C'est une combinaison puissante d'histoires d'horreur et de contes moraux. Ce folklore a fourni un monstre simple,
alors que l'histoire n'offrait qu'un être humain complexe et troublant. D'une certaine manière, cela ressemble aux médias modernes. Un titre choquant et facilement digestible voyagera toujours plus loin qu'un rapport nuancé et détaillé. Le conte de la comtesse sanglante s'est avéré si puissant qu'il a presque complètement effacé la femme historique, ensévélissant les faits sous un siècle de fiction glaçante. Pour rendre la légende encore plus effrayante, les conteurs ultérieurs ont ajouté un autre accessoire célèbre, la Vierge de fer. On peut presque l'imaginer, un sarcophage sinistre en forme humaine, bordé de pointes, se dressant dans l'ombre du donjon de son château. C'est une image puissante et troublante, et elle est devenue profondément liée à son histoire. Mais ce lien est une impossibilité historique. La Vierge de fer, l'un des dispositifs de torture les plus infâmes jamais imaginés, est un fantôme de l'histoire elle-même. Selon les études muséales modernes, il n'existe aucune preuve qu'un tel appareil ait jamais existé à l'époque médiévale ou au début de l'époque moderne. Il semble être une fabrication du XIXe siècle. Les historiens pensent que les premières vierges de fer ont probablement été construites pour des expositions sensationnalistes assemblées à partir de vieux artefacts pour choquer et divertir le public victorien. Elles n'ont jamais été utilisées dans aucun donjon historique et il n'y en avait certainement pas une qui attendait les victimes au château de Chactis. L'appareil n'existait même pas à l'époque d'Élisabeth. Son inclusion dans son histoire est un anachronisme, une tentative ultérieure de rendre une légende terrifiante encore plus macabre. Et ainsi, en retirant ces couches de mythe, vous constatez que très peu de l'histoire populaire subsiste. La femme que nous appelons la comtesse sanglante est un personnage, assemblé à partir de folklore, de fiction et de peur. La véritable Elisabeth Bathory est quelqu'un d'autre, une personne dont la véritable histoire est peut-être maintenant perdue au profit des puissantes légendes qui l'ont remplacée. Votre histoire ne se termine pas par un spectacle public, il n'y a pas de procès, pas de bloc de l'exécuteur attendant pour vous dans une place bondée. Votre sang noble, la même chose qui vous a conféré tant de pouvoir, offre maintenant une dernière protection étrange. On vous épargne la performance d'une mort publique. Au lieu de cela, vous êtes ramené chez vous, dans les murs de pierre familiers du château de Chactis, mais ce n'est plus votre foyer, c'est désormais votre prison. Vous êtes condamné à vivre ici, sous surveillance constante, le reste de vos jours. Une légende commence rapidement à grandir autour de votre punition. C'est une histoire avec une touche gothique, le genre qui murmure d'une justice terrible et poétique. Dans cette version, vous êtes complètement enterrée vivante, vos geôliers murant les fenêtres et les portes de vos chambres, vous isolant du monde. Ils ne laissent qu'une petite fente sombre, juste assez grande pour qu'une assiette de nourriture et une tasse d'eau puissent être passées à travers. C'est une image glaçante qui correspond parfaitement au récit monstrueux, mais les archives historiques suggèrent quelque chose d'un peu plus ordinaire et peut-être un peu plus triste. La vérité est probablement moins dramatique. Vous êtes confiné à une suite de pièces, certes, votre liberté est perdue et des gardes surveillent chacun de vos mouvements. Les lourdes portes sont verrouillées. Pourtant, vous n'êtes probablement pas muré comme un fantôme oublié. Vous pouvez encore sentir une lueur de soleil à travers une fenêtre. Vous pouvez entendre les sons lointains de la vie qui continue à l'extérieur. Pendant près de 4 ans, c'est votre monde. Les saisons changent au-delà de vos murs, mais vos journées restent les mêmes. Le sol froid en pierre accueille vos pieds chaque matin. Le silence de vos pièces devient un compagnon constant, brisé seulement par le pas des gardes à l'extérieur. Puis, un matin d'été, les gardes vous trouvent. Le 21 août 614, à l'âge de 54 ans, votre vie prend fin paisiblement au sein du château qui a vu votre pouvoir, vos crimes présumés et votre emprisonnement final. Ils emportent votre corps et l'enterrent dans le petit cimetière de l'église de Chactis. Cela semble être un lieu de repos final simple, mais l'histoire n'est pas terminée. Les villageois locaux sont indignés. Ils ne veulent pas que la femme qu'ils croient être un monstre repose dans leur sol. Leurs protestations sont si fortes que votre corps est déterré une fois de
plus, il est déplacé, renvoyé dans votre maison d'enfance d'Excède, pour être placé dans la crypte familiale des Báthory. Mais des siècles de changements et de paysages changeants ont effacé l'endroit exact. Aujourd'hui, personne ne sait précisément où vous êtes enterré. Votre lieu de repos final est perdu et bientôt un effort commence pour perdre votre nom également. Le scandale qui vous entoure est immense. C'est une profonde source de honte pour les familles puissantes de Hongrie. Une accusation contre un noble est une accusation contre tous. Elle expose les réalités brutales du pouvoir qu'ils préfèrent cacher derrière les murs du château. Pour gérer la crise, la Diète hongroise, la Grande Assemblée des nobles, prend une mesure extraordinaire. Selon certaines sources, ils adoptent un acte officiel interdisant à quiconque de prononcer votre nom en public. C'est un acte de silence législatif. Ils espèrent que si personne ne parle de vous, le souvenir du scandale s'estompera simplement. Votre histoire, espèrent-ils, sera enterrée tout comme votre corps. Mais un nom, une fois prononcé, n'est pas si facilement réduit au silence. Pendant des siècles, votre culpabilité a été considérée comme un fait. Vous étiez le monstre des légendes, la comtesse sanglante des contes de feu de camp. C'était un récit simple et terrifiant qui ne nécessitait pas d'autres questions. Récemment, cependant, les historiens ont commencé à examiner les archives poussiéreuses avec un regard neuf. L'histoire simple s'est fragmentée en un débat complexe et passionné. La question n'est plus seulement de savoir ce que vous avez fait, mais de savoir qui vous étiez. Étiez-vous une tueuse sadique ou étiez-vous la victime d'une conspiration élaborée? C'est un débat qui divise les chercheurs en deux camps distincts. Un groupe soutient que, bien que les contes les plus sordides soient probablement des mythes, vous êtes toujours coupable. Ces historiens pensent que les histoires vous représentant baignant dans du sang sont des inventions ultérieures, ajoutées pour rendre une histoire déjà horrible encore plus sensationnelle. Cependant, ils insistent sur le fait qu'il y a trop de preuves pour rejeter toutes les accusations. Ils soulignent le nombre considérable de témoins qui ont témoigné contre vous. Ils mettent en évidence les plaintes formulées par le pasteur luthérien István Magyari qui a donné l'alerte des années avant le début d'une enquête officielle. Et ils se tournent vers le propre récit de György Turso, où il prétend avoir trouvé des corps et des jeunes filles emprisonnées dans votre château. D'après cette perspective, votre cruauté était réelle. Elle a pu être un exemple extrême, mais elle était toujours le produit d'une époque où la noblesse traitait souvent ses serviteurs avec une brutalité choquante. Comme il l'affirme, là où il y a autant de fumée, il doit y avoir du feu. Mais il y a un autre côté de l'histoire qui brosse un tableau très différent de vous. Cette école de pensée opposée, menée par des historiens tels que Laszlo Nagy et Irma Sadecki-Cardos, soutient que vous n'étiez pas un monstre mais une cible. Ils soutiennent que vous avez été la victime d'une conspiration politique intelligente et impitoyable, conçue pour vous dépouiller de votre richesse et de votre pouvoir. Ces chercheurs examinent l'affaire et y voient une machination. Ils pointent du doigt les hommes puissants qui avaient à gagner de votre chute, notamment le roi Mathias II, qui devait une fortune à votre famille, et György Turzo, qui s'est vu confier le contrôle de vos vastes domaines. Cet argument s'appuie fortement sur la nature même des preuves. Les témoignages, note-il, ont presque tous été recueillis de oui-dire ou extraits sous la torture extrême. Les gens avoueront n'importe quoi pour faire cesser la douleur. De plus, vous n'avez jamais bénéficié d'un procès équitable. On ne vous a jamais permis de confronter vos accusateurs ou de vous défendre contre les accusations portées contre vous. Ce manque total de procédures régulières, affirme-t-il, est la preuve d'une manipulation et non d'une enquête légitime. Au cœur de cette théorie se trouve votre position unique dans le monde. Vous étiez une femme d'une richesse et d'une influence immense, vivant indépendamment sans mari pour vous contrôler. Vous étiez également une protestante de premier plan dans un royaume de plus en plus dominé par des forces politiques catholiques. Cela en faisait une anomalie et aux yeux de vos ennemis une menace. Vous étiez trop puissante, trop riche et trop autonome pour le monde patriarcal dans lequel vous viviez, et ainsi ils vous ont détruite. Quel que soit le récit de votre vie qui est vrai, votre mort a marqué le début d'une seconde histoire, encore plus durable. L'Élisabeth Báthory historique, qu'elle soit tueuse ou victime, a commencé à s'estomper. À sa place, une figure de légende pure est née. Votre nom, autrefois interdit, est devenu la pierre angulaire d'une nouvelle mythologie. Vous êtes devenu l'archétype de la noble femme maléfique, la créature séduisante et assoiffée de sang de la nuit.
Bien qu'il n'y ait aucune preuve définitive que Bram Stoker vous connaissait lorsqu'il a écrit Dracula en 1897, votre histoire incarne parfaitement l'esprit de sa création. Vous êtes devenue, à toutes fins utiles, la comtesse Dracula. Cette version légendaire de vous a eu un impact profond sur la culture populaire, dépassant de loin la portée du débat historique. Vous vivez comme la vampire aristocrate, une figure de glamour sombre et de cruauté ancienne. Votre histoire a été racontée et réinterprétée dans tous les médias imaginables. Au cinéma, vous avez été la star d'innombrables adaptations. Vous êtes apparu dans le classique Countess Dracula de Hammer Horror en 1971 et dans le film belge surréaliste Daughters of Darkness la même année. Plus récemment, des épopées historiques telles que Bathory Countess of Blood de 2008 et The Countess de 2009 ont tenté de démêler votre histoire compliquée pour un nouveau public. Votre influence résonne fortement dans le monde de la musique, en particulier dans le heavy metal. Le groupe de black metal suédois pionnier Bathory a pris votre nom, liant à jamais votre histoire au genre. Le groupe britannique Cradle of Filth a dédié un album concept entier à vous, intitulé Cruelty and the Beast. Vous avez également été le sujet de chansons de groupes légendaires tels que Venom, Slayer et Ghost. Même dans le monde des jeux vidéo, votre spectre apparaît. Vous êtes un personnage ou une inspiration pour les méchants dans des franchises massives telles que Castlevania, Diablo 2, Resident Evil Village et Mortal Kombat. Votre légende est une force plus puissante que votre histoire ne l'a jamais été. En fin de compte, la vérité absolue et incontestable de votre affaire est probablement perdue à jamais. Les archives historiques sont un gâchis emmêlé d'ambitions politiques, de peurs sincères, de témoignages peu fiables et de folklore pur et simple. Les examiner nous laisse avec deux histoires, toutes deux captivantes et toutes deux incomplètes. La première est celle d'une tueuse en série monstrueuse, une femme dont la cruauté était un produit terrifiant de son époque. La seconde est celle d'une femme puissante et indépendante, systématiquement détruite par les hommes dont le monde patriarcal ne pouvait pas la tolérer. La vraie vous est enfouie si profondément sous ces couches de légendes et de propagande que nous pourrons peut-être jamais vous déterrer. Votre histoire est devenue un miroir sombre reflétant notre propre fascination pour le pouvoir, la cruauté et la ligne floue entre l'humain et le monstre. Nous sommes laissés à peser les preuves imparfaites par nous-mêmes, nous demandant à jamais la question glaçante, et peut-être sans réponse, de votre culpabilité ou de votre innocence. Mesdames et messieurs, alors que notre exploration des ténèbres de Shaktis touche à sa fin, tissons ensemble les fils ténus du fait, de la rumeur et de la légende qui enveloppent Elisabeth Bathory d'un mystère séculaire. Rappelons d'abord le monde qu'elle habitait, une Hongrie déchirée par les conflits de foi, assiégée par les ambitions ottomanes et gouvernée par un roi lourdement endetté envers la famille même qu'il avait élevée. Née dans la lignée illustre des Bathory, elle fut érudite, stratège et veuve, commandant de vastes terres. Son intelligence et son autorité rivalisaient avec les récits d'une femme capable de gouverner un domaine pendant que son époux combattait loin de là. Pourtant, ces mêmes qualités qui faisaient sa puissance firent peut-être d'elle une cible. Les plaintes qui s'élevèrent au début du XVIIe siècle, tortures, disparitions, morts, s'adressèrent d'abord à de jeunes paysannes, puis aux filles de la petite noblesse. Des témoignages de coups, de brûlures, de gel, de famine parvinrent aux oreilles d'un pasteur luthérien et de Giorgi Turso, le palatin, qui dépêcha des officiers pour démêler l'énigme. En décembre 1610, ils prirent d'assaut Chaktis, découvrant une scène macabre des prisonniers en cage, des corps à demi dévorés et Élisabeth dans ses appartements calmes et inflexibles. Malgré les preuves, Bathory elle-même ne fut jamais traduite en justice. Turso, peut-être guidé par l'ambition politique et la promesse de terre, choisit de poursuivre ses serviteurs loyaux qui, sous des interrogatoires impitoyables, confessèrent et furent exécutés sans délai. Les mots qui résonnent autour de son nom dans notre culture, bain de sang et seigneur vampire, ne proviennent pas de sources primaires. Un érudit jésuite, un siècle plus tard, embellit le récit, y ajoutant des détails sordides que les archives contemporaines ne confirment pas. Le mythe du bain de sang prit le dessus, éclipsant la réalité glaçante de la torture et le cannibalisme attesté par les documents historiques. La légende de la Vierge de Fer, avec son revêtement de soie et ses pointes cachées,
fut également inventé plus tard pour rendre son histoire encore plus sensationnelle. Coupable ou victime, tout dépend du prisme. Certains voient une noble, ivre de pouvoir, dont la cruauté n'était qu'un reflet amplifié de la violence de l'élite de son époque. D'autres voient une femme piégée par un roi, par une cour avide de pouvoir et par une institution incapable d'admettre une femme meurtrière à ses tribunaux. Des affaires non résolues, des témoignages peu fiables, surtout lorsqu'ils sont obtenus sous la torture, brouillent la frontière entre vérité et accusation. Élisabeth passa ses derniers jours dans son propre château, enfermée dans des pièces qui étaient à la fois son sanctuaire et sa prison, jusqu'à sa mort en 614. Le décret du Parlement de faire taire son nom ajouta une dernière couche d'obscurité. Pourtant, son nom perdure résonnant dans les légendes de vampires, dans le thème de la comtesse au cou secret, dans les albums de heavy metal, dans les adaptations cinématographiques. La culture populaire a repris son mythe et en a fait un cliché, propageant la légende d'une femme dont la jeunesse était préservée par la vitalité d'autres corps. Alors, que devons-nous, public moderne, retenir de ce récit? Peut-être que l'histoire est une mosaïque construite à partir de fragments, de témoignages à moitié oubliés et de récits à moitié inventés. La vie d'Elisabeth Báthory nous rappelle comment une femme puissante peut devenir le bouc émissaire de motivations politiques et comment les mythes peuvent grandir au-delà des crimes réels. Pourtant, la brutalité de ces actes présumés ne peut être réduite à de simples légendes et les archives témoignent de la torture, de la famine et de la terreur suffisamment glaçante pour faire frissonner n'importe quel historien. En conclusion, souvenons-nous des preuves consignées, des archives poussiéreuses, des documents de procès et des témoignages médico-légaux recueillis par Tursault. Contrastons-les avec les histoires fabriquées de servantes en robe rouge se baignant dans le sang des cages de fer grotesques. En fin de compte, la vérité reste partiellement enfouie, mais elle est à la fois terrifiante et indéniable. Je vous laisse avec cette question dans les couloirs de Schweid, où l'écho des pas se fait entendre longtemps après la fermeture des portes. La véritable Élisabeth Báthory est-elle une conquérante sadique ou une victime d'un système qui a bénéficié de sa disparition? On ne peut le dire avec certitude, mais les documents nous incitent à douter de la certitude des légendes. Je vous remercie de votre voyage avec moi dans ce chapitre sombre de l'histoire. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. La voyez-vous comme un monstre ou une victime? Et, comme toujours, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour que nous puissions continuer à déterrer des histoires oubliées. Jusqu'à la prochaine fois, gardez l'œil sur les archives et laissez la vérité vous guider.